seraient à une manifestation ou à ceux qui seraient blessés par des balles de l'armée togolaise. Nous sommes en train de sauver des vies. C'est ça que vous voulez? Je vous dis, nous voulons acheter de l'alcool et de coton pour panser des plaies. C'est ça. Maintenant, on va pas laisser, on va plus. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Risque, vous voulez dire quelque chose ou bien? C'est Risque, non? Oui. J'ai oublié Truman. Donc, Risque, il faut parler après Truman va prendre parole. Risque, il faut parler après Truman va prendre parole. Oui, merci. Et c'est juste cette contradiction qui me dérange souvent. Mais je pense que la marraine avait une fois essayé de me l'expliquer un peu. Et je pense aussi Kokovi aussi des fois. Mais il y a une contradiction qui me dérange régulièrement. Dans l'armée, normalement, quand tu es un chef de corps, que ce soit bataillon ou toutes ces histoires-là de l'armée, tu as quelques éléments qui sont fidèles à toi. Je me dis, en tant que commandant ou en tant que quelqu'un qui mène un certain groupe d'hommes, si tu es vraiment animé de cet esprit patriotique et que tu connais l'histoire du Togo comme nous tous on le connaît, on sait qu'à un moment donné, il y aura une vingtaine de militaires, de miliciens qui vont être envoyés pour faire des bêtises. Je pense que nos officiers là, ou ils ont assez de temps, des mois, des années même, pour quand même bien se positionner s'ils veulent empêcher ce genre de massacre. Si tu l'empêches et puis tu fous le camp. Motion. Ok, ça commence pas. Non, ça ne commence pas. C'est que tu n'as pas écouté l'histoire que Jisoro a racontée tout de suite. Jisoro a dit que quand il y avait eu la marche, à l'aller, on n'a tapé personne. Au retour, ils ont commencé par taper les gens. C'est que c'était la surprise totale. C'était pas prévu qu'on allait taper. Donc, quand Mme Adjamabo a appelé le responsable de la sécurité qui était Yak, je crois, Yak a dit qu'il ne savait pas. Peut-être que c'était faux, on ne sait pas. Mais faut Nyasingbe, quand on l'appelait, il ne décrochait pas. Ça dit qu'ils peuvent décider d'une minute à l'autre d'aller mater les gens. C'est là maintenant on va se préparer, on va pas laisser comme ça. Maintenant on va se préparer. On va plus laisser comme ça. Oui, maintenant on va se préparer, je sais. Mais l'histoire que Jisoro a racontée, tout ça prouve que ce n'est pas des choses qu'on peut savoir à l'avance. Donc, ils peuvent décider d'un coup, parce qu'ils ont beaucoup de miliciens qui ne font rien du tout, et ils peuvent décider d'un coup d'envoyer des gens faire du dégât. Ça change, parce qu'en fait, à leur sein, il y a beaucoup de cercles, quoi. Ce que Kokovi disait au début, que on les connaît. On les connaît, les vingtaines ou les cinquantaines de sous-officiers qui font ces bêtises-là. On les connaît. Ça veut dire qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'il y a l'effet de surprise. Parce que si on les connaît... Non. Mon frère, vous avez mal compris ce que je disais. C'est-à-dire, je vais vous donner les choses de façon un peu plus simple. Vous savez, prenons, vous avez vu cette vidéo dans laquelle le général Katanga lui-même était à bord de ce pick-up-là, au sein de ces éléments incontrôlés, en train de tirer lui-même. Vous savez comment ça se passe? Dans le camp, il y a toujours ou bien quelques officiers qui bénéficient d'un support, d'un appui indéfectible du haut sommet jusqu'au plus haut sommet de l'État. À l'époque, Katanga était le chef d'état-major général de l'armée togolaise. Lorsque vous comparez un général, par exemple, à un sous-officier, un général qui donne l'ordre à un sous-officier, par exemple, réunis-moi 15 éléments. Mais le sous-officier va courir. Il va réunir les 15 éléments. Sans même vouloir savoir pourquoi vous demandez à ce que je vous donne, je vous livre 15 éléments.
Ça, c'est juste pour que vous ayez une idée sur le poids que représentent ces hauts gradés-là sur le reste de l'armée. Secondo et plus important, c'est que au sein de la base, sont chargés connus par tous les militaires qui sont en service dans ces militaires-là. Je parle qui sont connus de tous, c'est-à-dire de toute la majorité qui ne participe pas aux répressions. Donc, lorsqu'il s'agit de trouver ces éléments-là, mais ils savent déjà où sont-ils et qui sont-ils. Regroupez-moi et rapidement, on les apprête, on leur remet les armes et le matériel qu'il faut pour sortir sous la conduite d'un officier, je dis bien d'un officier supérieur. Ça peut être le général Katanga lui-même, ou bien un colonel ou un capitaine. Et ils sortent du camp avec les armes et munitions nécessaires pour la mission et ils rentrent dans le camp et déposent le matériel. Est-ce que vous voyez? Au point où tout le monde qui est en service au camp savent qu'ils font le sale boulot. Je parle avec des militaires qui ne sont plus en service actuellement et qui ont tellement d'informations à révéler au peuple à propos de ceux qui font disparaître leurs camarades devant eux, qui sont protégés par la, comment on appelle, hiérarchie de l'armée, à qui on ne fait jamais, c'est-à-dire on n'inquiète jamais. Et ces gens-là, on les récompense par des promotions bizarres. Promotions bizarres. Après les répressions, vous voyez un soldat de deuxième classe, il monte, il devient un caporal et un sergent. Pour avoir obéi, pour être élément, je dis bien élément fidèle de la répression, on les fait monter rapidement et ils vous dépassent tous dans le camp, en espace de quelques années. Donc, ce sont les éléments connus par leurs propres frères. Je ne dis pas par nous, la population civile, non. Par leurs propres camarades, frères d'armes, travaillant au sein du camp. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que je parle. Mais, mon frère risque. Oui, merci. Moi, en Afghanistan, en 2009, là, après un combat, moi j'ai reçu ce qu'on appelle Battlefield Promotion. C'est-à-dire, l'officier en charge fait un rapport au général, et le général, ben, ce soldat fait ceci, je veux que demain, on lui augmente son grade. C'est ça qu'on appelle dans l'armée américaine ici, Battlefield Promotion. Et tout le monde court sur la pointe de pied, et le lendemain, on fait le papier nécessaire, et on te met le grade que tu mérites. Donc, si vous voyez un général comme chef d'état-major de l'armée, qui lui-même donne l'ordre, donnez-moi tel élément, ou bien donnez-moi 20 éléments, avec qui j'ai besoin d'aller faire ceci, tout le monde va courir de gauche à droite pour lui procurer ce dont il demande, sans lui opposer aucune, comment l'appelle-t-on, aucune question de savoir pourquoi. Quelle est la nature de la mission? Non. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que les choses se passent dans les camps militaires. Vous voyez, non? Bonjour. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, Riskem, je voulais te dire un truc. Tu vois, par exemple, le colonel Madjoulba, quand il est mort, il commandait 500 éléments. Et on nous avait dit, la BIR ou bien Bir, voilà, Bir. C'était des soi-disant éléments d'élite de l'armée togolaise. Mais quand on a tué leur patron, ils ont de suite arrêté les éléments qui se sont dit qu'ils pouvaient
faire quelque chose. Jusqu'à présent, là, ces jeunes-là sont en prison. Hein. Sans aucun jugement, sans aucun rapport. On ne sait même pas où ils sont. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ils ont ramassé des jeunes recrues, des gens qui se sont dit, bon, eux, ils sont un peu trop près, trop proches de leur commandant là. Jusqu'à présent, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas. Et ils ont tué quelques-uns comme ça là, y compris le secrétaire particulier de Katanga même. Il est mort dans un accident bizarre. Et on lui avait dit de convoyer du ciment, encore du ciment de Lomé à Kara, pour la maison du général Katanga. La voiture a, Dieu seul sait, ça a fait accident au tonneau, le secrétaire de Katanga est mort comme ça. Il y a eu quelques morts disparus. C'est un militaire, c'est ça? Oui, c'est un militaire. Le secrétaire du général Katanga, c'est un militaire. Un jeune militaire. Il est mort comme ça. On les a libérés quand? Tonton Malombo, on les a libérés quand? On a arrêté plusieurs. Hein. On les a libérés tous. Bon, bref. Donc, il y a des choses qui font que les autres qui restent, ils n'ouvrent plus la bouche. Ils se taisent. On en a tué, on en a arrêté, on en a torturé. Et plus personne n'a ouvert la bouche pour essayer de défendre son commandant, son colonel qu'on est venu tuer à l'intérieur du camp. Si c'était dans un autre pays, il y en a plein. Ils ont tué aussi un autre colonel, son ami, colonel Bataba. Dans la foulée, on dit que lui aussi, il a fait accident. Accident bizarre. En allant à Dapaon, on dit que la voiture a fait tombeau, mais le véhicule qui était dans la voiture, là, ça c'est pas cassé. Et puis ils ont raconté tellement de fadaises pour expliquer l'accident du colonel Bataba, un ami très proche du colonel Madjouba. Ils ont dit aussi que comme ils allaient, ils ont dépassé une voiture en chemin et que la voiture qu'ils ont dépassée et la voiture où était le colonel se sont frottés. Donc la portière du colonel s'est ouverte et le colonel Bataka est tombé. Et les deux qui étaient devant ne se sont pas rendus compte. Ils ont avancé avant de se rendre compte que le colonel était tombé. Donc quand ils sont revenus sur leur pas pour le récupérer, et il était mort, c'est le colonel Bataba. Et celui qui est parti, parce qu'ils ont quitté le Kalanja quand l'accident a eu lieu en chemin. Parce qu'ils partaient pour Dapao. Maintenant, quand ils ont appelé, la première personne qui est arrivée sur le lieu, c'est la chef d'état-major. C'est le général, comment il s'appelle déjà? Dimini. Son nom de famille. Le chef d'état-major là. Alahare, voilà. Dimini Alahare, bon, moi je le connaissais depuis, donc c'est son prénom qui est venu en premier, Alahare. Donc, c'est Alahare qui est venu en premier sur le lieu où l'accident, le soi-disant accident a eu lieu. Mais les deux qui étaient devant, jusqu'à présent, j'aurais bien aimé qu'on les interroge pour qu'ils nous expliquent réellement. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. Hein. Parce qu'après l'accident, là, eux aussi, je ne sais pas, disparu, on ne sait plus trop. Donc, il y a beaucoup de disparitions au sein de l'armée. Beaucoup d'assassinats déguisés en accident. C'est-à-dire que je me tais. Il y a trop de choses sur l'armée. Je préfère me taire même pour l'instant. All right, merci. Thank you. Ok. Risque-moi, tu voulais dire quelque chose? Sinon, il y a 3 personnes qui sont à nous, les nouveaux qui sont arrivés là. Tu voulais dire quelque chose ou bien? Non, merci Gisoro. Non. Ma question a été répondue. Je suis satisfait. Je me mute pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup. Trismagis, tu voulais dire quelque chose? Non, après, Nouroudine va prendre parole, quoi. Oui, merci Soro.
Merci à l'ensemble des panélistes. Moi, je voudrais qu'on essaie de prendre un exemple pour expliquer une situation. Imaginez même que vous avez 10 militaires qui souhaitent défendre la cause du peuple. Imaginez que vous en avez 10. Est-ce que vous pensez que ces 10-là ont le moyen nécessaire de leur politique pour défendre le peuple? Ça, c'est le premier point. Donc, ça voudrait dire que quand on dit que c'est une milice qui est là, sachez que cette milice-là a les moyens possibles pour faire le désordre. Ceux qui sont contre le désordre que fait cette milice-là, ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ils peuvent rien faire. Parce que eux-mêmes là, s'ils se mettent en civil et qu'ils sortent là, si cette milice les rencontre là, ils vont les bastonner. Donc il faudrait que les gens comprennent ça. Donc que la population sache que pour que l'armée puisse faire quelque chose là, il faudrait que la population même soit d'abord déterminée à accompagner cette armée. Et aujourd'hui, si des gens ne se décident pas à faire quoi que ce soit, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire quoi que ce soit? C'est vrai que vous allez parler que d'autres ont des hommes, ils sont des officiers, ils ont des hommes, oui. Mais est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire? Ils ont les hommes, ils ont des grades, mais ils n'ont pas de commandement. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de commandement. Et les hommes même qui sont parmi eux là, vous allez trouver que 75% de ces hommes-là, on les a placés là-bas pour les espionner, pour voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, moi, ce que vous dites là, moi, je comprends ça à ma manière. Quand il dit « donnons-nous les moyens », je ne sais pas comment les gens comprennent, hein, mais moi, je comprends ça différemment. Il faut trouver les moyens nécessaires pour que la population non seulement puisse se protéger et que même ceux qui sont dans l'armée, s'ils veulent décider à protéger cette population-là, pour qu'ils puissent tenir tête face à ces milices-là qui tirent sur la population. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Vous voyez. Maintenant, le reste là, bon, on peut ne pas rentrer là-dedans. Moi, je suis juste montré pour faire le guéret avec la marraine parce que j'ai vu qu'on a dit qu'elle a des copains militaires. Et moi, je voulais comprendre comment est-ce que la maman peut avoir des copains militaires et puis nous, on souffre comme ça dans le pays. Là, je ne comprends pas. La maman, êtes-vous complice de notre souffrance? Mes copains militaires sont déjà morts. Mes copains militaires sont morts.